Bonjour, bonsoir. On va commencer un nouveau cours de la gastrologie, des urgences viscérales, qui va s'intéresser au péritonite aigu, généralisé. Donc, comme traduction à ce cours, la péritonite aiguë généralisée désigne une affection qui se caractérise d'une inflammation disséminée au niveau du péritoine. Et cette atteinte est une urgence médicale, médico-chirurgicale, qui nécessite le traitement le plus précoce que possible, parce que cette péritonite, elle menace le pronostic vital. Elle est à risque. Et c'est pour cette raison qu'elle fait partie des urgences viscérales. Donc les objectifs, je vous laisse lire les objectifs. Introduction. Donc comme on a dit, cette péritonite aiguë, c'est la réaction inflammatoire du péritoine, secondaire à une agression chimique ou septique. Donc ça nous oriente que cette péritonite, elle peut être soit d'origine infectieuse ou bien inflammatoire en général. Elle va se manifester grossièrement par un épanchement péritonéal, plus ou moins septique. Ça dépend du type d'agression, en fonction de l'étiologie, ainsi que des altérations du péritoine, qui lui-même, il devient épaississe, témoignant de l'inflammation et voilà, la congestion. Il sera dépoli et recouvert de fausses membranes. Donc, ce sont les caractéristiques d'une inflammation. Donc, comme un petit rappel, le diagnostic positif est essentiellement clinique et c'est une urgence médico-chirurgicale parce que le pronostic vital est en jeu. Donc, le plan du cours. Un petit rappel anatomique concernant les viscères de l'abdomen. Rappelez-vous, les viscères de l'abdomen, méchir rénal, il est rétropéritonéal. Il se trouve au niveau d'une cavité, la cavité péritonéale. Cette cavité péritonéale désigne une cavité qui est recouverte d'une séreuse. Et cette membrane séreuse, elle a deux feuillets, le feuillet viscéral et le feuillet pariétal. Le feuillet viscéral qui va coller aux organes, et le feuillet pariétal qui, comme le nom l'indique, adhère à la paroi. Et entre ces deux feuillets, il existe une cavité virtuelle, c'est la cavité péritonéale. Et nous avons des replis péritonéaux, des ligaments, des épiplans et des mésos. Donc le ligament et les épiplans et les mésos sont les moyens de fixité des épiplans, etc. Contenant les pédicules vasculo-nerveux aussi. Une petite notion, c'est que le mésocolon transverse, il coupe cette cavité péritonéale en deux étages. L'étage sus-mésocolique et l'étage sous-mésocolique. Normalement, le liquide péritonéal, sa cellularité est faible et ne contient pas de polynucléaires neutrophiles. Pas de polynucléaires neutrophiles, essentiellement des macrophages. Mais lorsqu'on a une irritation péritonéale et inflammation, on va voir que cette formule cellulaire, la cellularité de ce liquide, elle va varier. Et c'est cette variation qui va nous orienter vers l'étiologie, par exemple. Si on trouve un liquide polynucléaire, c'est probablement une infection bactérienne, lymphocytaire, probablement tuberculose, etc. Et les étiologies sont plusieurs. Donc la surface péritonéale est de l'ordre de 0,5 à 2 mètres carrés, proche de la surface corporelle, et elle est sécrétoire. Elle sécrète un liquide visqueux riche en protéines et en immunoglobulines. Et donc le péritoine, il joue un rôle très très important de base. Il permet une fonction anti-infectieuse qui protège les organes de l'abdomen, un glissement et mobilité des viscères au sein de la cavité péritonéale, et des phénomènes de sécrétion, circulation et résorption, qui jouent un rôle très important pour garder l'homéostasie du corps humain. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a une infection ou l'inflammation en général? Les cellules résidentes, il y avait une distribution normale, 50% qui sont macrophages. Mais lorsqu'elles sont stimulées, donc les cellules mésothéliales, au moins les séreuses, le mésothélium péritonéal et macrophages vont être activés. Et lorsqu'ils vont être activés, ils vont induire l'inflammation. Et cette inflammation va recruter de nouvelles cellules. Comme on a dit, le péritoine ne contenait pas normalement de PNN. Mais maintenant, on va voir l'infiltration à polynucléaires neutrophiles, surtout si l'étiologie est bactérienne. On peut aussi avoir des cellules mononucléaires et les cellules de l'immunité en général.
Donc, هذا هو la conséquence de l'inflammation et à l'irritation du péritoine. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Il y aura un retentissement loco-régional. Donc, le péritoine, lorsqu'il est inflammé, irrité, il va commencer à sécréter un liquide en plus. Donc, c'est ce qui va donner, ça peut être l'origine de l'acide exsudatif. Donc, une atteinte péritonéale peut donner une acide exsudative. Donc, exsudation d'un liquide sérofibrineux, riche en immunoglobulines, opsonines, fibrinogènes, bref, les protéines. Bien sûr, les polynucléaires macrophages, donc pouvoir bactéricide par phagocytose, et qui peut donner une formation de l'abcès et le pu. Donc, l'abcès qui est localisé au stade de début, le retentissement loco-régional, et donc nous sommes dans la péritonite localisée. Mais si elle dissémine, ça va nous donner la péritonite généralisée. Donc voilà, ces réactions péritonéales sont souvent insuffisantes. Normalement, normalement, pour vous expliquer qu'est-ce qui se passe, lorsque le péritoine lui-même est infecté, il essaye de limiter le foyer infectieux. Parce qu'il a bien sûr certaines cellules pour se protéger. Mais lorsque ces mécanismes de défense sont très fréquemment dépassés, parce que le péritoine n'est pas adapté, mais s'il n'est pas adapté, mais n'est pas habitué à être agressé par des substances exogènes. Les agents agressent les bactéries, les virus. Ah, je trouve que les virus c'est fréquent. Et tuberculose, etc. Et donc, elles vont rapidement être dépassées. Elles sont souvent insuffisantes. Et donc, la péritonite localisée, elle va devenir généralisée. Donc, premièrement, on a une résorption des germes et de leurs toxines, ce qui peut induire une septicémie et une fragilisation des tissus avec risque accru de désunion des sutures et de complications infectieuses pariétales, donc les abcès, éviscérations, etc. Parce que le péritoine ne peut plus jouer son rôle. Et donc, même les organes de l'abdomen, ils deviennent eux aussi à risque. Et surtout en post-opératoire, c'est un facteur qui peut induire le lâchage de la suture. Oups, désolé. Voilà. Donc, si les bactéries sont capables de disséminer, et bien sûr, l'irritation des terminaisons nerveuses, et ça va induire la douleur et la contracture abdominale généralisée, ou bien localisée, ça dépend de quel type, nous sommes dans quel stade. S'il est localisé, donc en un seul point ou une seule région, si c'est disséminé, on parle du ventre en bois, comme on le reconnaît très bien. Et au niveau de l'intestin, la douleur, elle peut être tellement intense qu'on peut avoir l'iléus paralytique, réflexe, avec constitution d'un troisième secteur liquidien. C'est quoi le troisième secteur liquidien? Donc le troisième secteur, c'est un terme qui désigne la formation d'un nouveau milieu. Rappelez-vous, le corps humain, pour garder son homéostasie, il existait des échanges entre le milieu, le secteur interstitiel et le milieu intracellulaire. Le secteur interstitiel, il ressemblait au secteur vasculaire et le milieu intracellulaire. Donc, mais lorsqu'on a un problème de ce type et exsudation quelque part au niveau du corps humain, on peut avoir la formation d'un troisième milieu. C'est le milieu infectieux, le milieu infecté. Et donc, ce milieu, il va retentir sur et va donner un trouble hydroélectrolytique et un problème homéostatique. Et donc, dans ce cas, ça peut induire bien sûr une défaillance multiviscérale. Tous les organes peuvent souffrir parce que les constituants du sang et les nutriments des cellules et voilà l'hydroélectrolyte, la répartition des électrolytes, elle va être franchement altérée. Et rappelez-vous, l'équilibre des électrolytes jouait un rôle très très important, surtout pour les cellules contractiles. Les cellules contractiles sans l'équilibre ne peuvent pas fonctionner. Les cellules excitables. Et donc, le retentissement général, on parle de syndrome de réponse inflammatoire systémique, le CIRS. Donc, pour rappeler le CIRS, c'était une atteinte au non, la manifestation de deux éléments parmi quatre. Est-ce que quelqu'un se rappelle le CIRS, comment on le confirmait? Le site, Le CIRS, le syndrome de réponse inflammatoire systémique, qui veut que je confirmais.
حتى باش ندوز ليكزام. Mais bon, pour rappeler هو هذاك اللي كان وصل معاك ونعدي تا- الناس. tachycardie, hypotension ou ماشي tachycardie désolé, l'hypotension. نسيت صراحة واش tachycardie ولا hypotension واحدة منهم. La polypnée ou bien l'hypercapnie, l'hyperleucocytose ou bien la lymphopénie, la leucopénie اسمح لي. Ou le quatrième هي température, est-ce qu'elle est très élevée ou bien trop basse. Donc, هذوما les quatre signes ديال le SIRS, si on a deux, ça confirme ça confirme زعما le sepsis. Et le sepsis, comme on a dit, il peut induire la défaillance hémodynamique due à l'hypovolémie, troisième secteur, biliose paralytique, etc. Incompétence myocardique, donc on l'a mentionné. La défaillance rénale due à un problème hypovolémique, action directe des toxines bactériennes, etc. Chute du flux sanguin. Donc, il y a une défaillance hémodynamique, défaillance respiratoire par diminution de la fonction ventilatoire, voire atelectasie des vases pulmonaires, etc. Œdème aigu du poumon, voire un syndrome de détresse respiratoire aiguë, etc. Défaillance hépatique associée. Et voilà, en général, la défaillance hémodynamique, ou bien le troisième secteur qui est mal toléré, ça va induire un retentissement sur tous les organes. Et donc, on parle d'une défaillance multiviscérale, le S-syndrome de défaillance multiviscérale, le SDMV. Et c'est la cause la plus fréquente de décès dans le cadre de péritonites. Donc, les causes, les péritonites, on les classifie, on les groupe. Qui les péritonites primaires, les qui sont rares. Primaire, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il n'y a pas de foyer infectieux au préalable. Ça veut dire que بوحدو spontanément infectable. Donc, les péritonites primaires. Alors que les péritonites secondaires, ils sont dus à quelque chose d'autre, à une autre lésion. La plus fréquente, il y a la perforation d'un organe creux. Et le plus grave, منهم, à votre avis, c'est lequel? Il y a un organe qui est perforant, la péritonite la plus grave. الاستوما. Oui, là, je كنفكر زعما d'un point de vue infectieux. L'infection, comment elle va devenir grave? Bien sûr, الرجال. l'intestin grêle. Oh, le côlon. Le الكولون سوري. côlon. Le côlon, bien sûr. Oui, il y a le plus de bactéries. Donc, c'est pour cette حتى raison que. الاستوما. ماشي بنفس الدرجة صاحبي. كل ما انت غادي في التيوب ديجيستيف كل ما لي بكتيري كيتزادوا. شي حاجه كوستيك Ah فهمتي. oui, oui, bien sûr, bien sûr. المهم les péritonites secondaires surtout كيكونوا polymicrobiennes. Donc, comme on a vu, parce qu'ils communiquent avec un milieu septique, بحال مثلا le côlon, et donc on aura les bacilles gram négatifs, les anaérobies, etc. كاملين في دقة qui s'infectent et pullulation microbienne au sein de la cavité péritonéale. Donc, soit par perforation d'un organe creux, donc la brèche est spontanée, soit ulcère gastro-duodénal, perforation tumorale colique, soit post-traumatique, iatrogène, post-opératoire, lâchage anastomose, etc. Donc, d'où les causes, il y a perforation d'un organe creux. Et donc, ça va communiquer avec la cavité péritonéale. Ou bien, diffusion de l'infection à partir d'un foyer septique. Rappelez-vous, lorsqu'on avait vu l'appendicite, l'appendicite pouvait donner la péritonite généralisée en un seul temps ou bien deux temps. Un temps il y a par contiguïté. Ça veut dire que l'appendice, elle est inflammée et donc il est infecté, la pullulation microbienne et les microbes qui doivent diffuser à travers la paroi jusqu'à atteindre le péritoine. Et ça pouvait donner la péritonite juste par diffusion. Voilà. Ou bien les atteintes urinaires, cholécystite, sigmoïdite, telle colon-poche, salpingite, etc. On trouve ensuite les péritonites primitives qui maintenant, elles sont rares et souvent monomicrobiennes, donc une seule bactérie. Donc, comme on a dit, primaire, ça veut dire qu'il n'y a pas de foyer infectieux autre part. Pas de brèche, pas de foyer septique, donc rien. Et donc, la contamination se fait le plus souvent par voie hématogène, lymphatique ou canalaire. Voici quelques exemples. Péritonite spontanée de l'enfant ou de l'adulte jeune, due au pneumocoque ou bien streptocoque. واحد النهار حيت البنوموكوك et le streptocoque sont des bactéries commensales ou bien كاين les stades de portage et s'ils sont capables de disséminer par le sang, rarement, même si c'est rare, ça peut donner une forme péritonéale. Donc péritonite qui révèle la dissémination des bactéries. Péritonite tuberculeuse, etc. Je ne vais pas m'attarder dessus quand même. Les péritonites tertiaires. Les péritonites tertiaires, pour faire bref, ce sont les complications d'une péritonite secondaire. Donc exclusion des foyers infectés pour lesquels qui récidive. Formation d'abcès qui peut se rompre secondairement, entraîner une péritonite en trois temps.
دونك انت حيدتي لو فوي انفيكتي ولكن كيرجع من بعد كيدير لك ان ابسي لو دوزيام طون et sa rupture va induire la péritonite donc en 3 temps. Ensuite, on distingue aussi une subdivision en fonction du type de péritonite. Pourquoi? Parce que bien sûr, une péritonite post-opératoire n'est pas la même qu'une péritonite communautaire. Donc les péritonites communautaires, les germes banaux, les bacilles gram-négatifs de type Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, Streptocoque, Enterocoque, les cocci-gram positifs, les anaérobies. Et ils ne sont pas très graves et ils ne sont pas très résistants. Par contre, les péritonites nosocomiales, acquises en milieu hospitalier, et غالبا هادوك يكونوا multirésistants. De l'ordre les bacilles gram-négatifs, les bacilles piocyaniques, donc l'Acinetobacter baumannii, rappelez-vous, les anaérobies, les autres types d'anaérobies, donc les autres anaérobies, les cocci-gram positifs, les staphylocoques multirésistants, donc le métis-R, les entérocoques et les levures. Donc, qui sont plus graves parce que bien sûr la bactérie ou bien l'agent infectieux, il est plus résistant. Donc, comment faire le diagnostic positif pour le syndrome péritonéal? Il est très simple. Que le diagnostic, il est surtout clinique. Donc, qu'est-ce qu'on va voir chez quelqu'un qui a un péritonite? Euh, défense, contracture, Donc, la défense, contracture, sensibilité, oui. Quoi d'autre? Quelle est la douleur, caractéristique, quelle est la caractéristique de la contracture? Bien sûr, la douleur est toujours présente. C'est une douleur brutale et intense, aiguë. Ce n'est pas une douleur chronique progressive. هادشي زيد حتى هاد دابا كتشوفها اون بوانيير لومبوليت l'embolie, البلوموتوغاك pneumothorax, péritonite en coup de poignard. تكون شي حاجة خارجة coup de poignard مازال ما وصلناش لها المهم هاد زيد. Donc la douleur كما قلنا aiguë brutale en coup de poignard. La contracture, quelles sont les caractéristiques ديالها؟ Même si انفانسيبل ياك invincible, انفانسيبل دولورو douloureuse. ما كتحبسش وقيلا بلاتي Donc invincible, المهم elle est permanente. آه. Et est-ce qu'elle est volontaire? لا انفولونتير Involontaire. Donc c'est un signe physique. اللي غتلقاه من بعد. Mais elle peut être la douleur abdominale, puisque c'est une douleur atroce, elle peut être accompagnée par d'autres symptômes. بحال les vomissements. هادوك كيكونوا عاديين زعما عندهم علاقة مع la douleur intense. Ou bien l'iléus paralytique. Les troubles de transit, حتى هو عنده علاقة مع l'iléus paralytique. Et le hoquet. Le hoquet surtout peut orienter vers une irritation du diaphragme associée. Les signes généraux, on peut trouver. L'état général, il est conservé. Donc, il est bien sûr, il souffre, il est en douleur, la douleur est atroce, mais quand même, il n'y a pas d'amaigrissement, il n'y a pas de grand problème. Donc, patient, il est anxieux, mais l'état général, il est conservé. Le pouls est accéléré, mais la tension artérielle, a priori, elle est normale. La fièvre, elle est souvent précoce en cas de péritonite bactérienne, ou bien elle apparaît secondaire à une infection, à une agression chimique. Donc, agression chimique, مع الوقت كتقدر تسوغانفيكتا وكتعطيك la fièvre من بعد. Mais si la fièvre est d'emblée présente, ça veut dire que l'origine est très probablement péritonite bactérienne. Tardivement, on peut avoir l'état de choc. Donc, si on ne traite pas rapidement, l'état de choc, il peut s'installer. Donc l'altération de l'état général, il est marqué. Les troubles de conscience, tachycardie, marbrure, vasoconstriction périphérique montrant le collapsus, cyanose, hypotension voire collapsus, hypothermie, oligurie, donc montrant l'atteinte qui est disséminée, donc rentrant dans le cadre du syndrome de défaillance multiviscérale. À l'examen clinique, donc les signes physiques, l'inspection, l'abdomen, il est fixe, il ne bouge pas. La paroi abdominale est rétractée et les muscles grands droits sont visibles, surtout chez le sujet maigre. À la palpation, on parle d'une notion de contracture généralisée. Elle est permanente, douloureuse, involontaire et invincible. On lui donne le terme, on lui attribue le terme de ventre de bois. Dans certains cas, la contracture généralisée, elle peut être plus faible. Soit nous sommes dans la péritonite toxique, la péritonite asthénique, ou bien c'est juste le patient, il ne fait pas encore la contracture. Donc on le trouve au stade de défense pariétale, hypertonie pariétale volontaire qu'on peut vaincre. Elle n'est pas invincible.
par une palpation douce et prolongée, prédominante au niveau du foyer causal. C'est un état بحال اي هادشي. فوا هو كونتراكتور لوكاليزي سويتا امبورطونس. volontaire ديال لو باسيون. وي، ولكن علاش كتكون فولونتير ديال الباسيون؟ حيت خايف ان ديك البلاصه كتضرر، راه ماشي غير هكا كيدير. دونك هادشي علاش لا ديفونس elle peut être elle peut être perçue حيت مازال ما وصلناش للستاد ديال كونتراكتور، او بيان ما يقدرش يدير لك كونتراكتور. غنشوفوا كاينين دي كا اكسبسيونيل، ماشي دي كا اكسبسيونيل، كاين ان كا سبيسيال. On peut aussi trouver le signe d'ébranlement abdominal positif. Le signe de Marquet. Donc, que veut dire le signe de Marquet? Le patient se tient debout sur la pointe des pieds pendant quelques secondes, puis se laisse retomber subitement sur les talons. Voilà, qui connaît les pointes des pieds. Ensuite, on lui demande de lâcher. Si, au moment où il percute le sol, avec ses talons, il ressent une douleur abdominale diffuse, c'est un signe de marqueur positif. Et c'est un autre signe qui nous oriente vers la péritonite aiguë généralisée. Et bien sûr, il faut juste pour nous rappeler que la contracture si, généralisée, si elle est présente, c'est la péritonite généralisée à presque à 100%, et le diagnostic, il est carrément confirmé. Donc, il y a quelques éléments qui peuvent nous orienter. À la percussion, on peut avoir une disparition de la motilité préhépatique, qui est remplacée par une sonorité. En position semi-assise, je trouve que la disparition de la motilité en fois semi-assise, et ça nous oriente vers un pneumopéritoire. Si la motilité préhépatique, c'est mal fort, disparaît, et elle est remplacée par une sonorité, donc tympanisme, ça veut dire que c'est très probablement d'étiologie. Perforation d'un organe creux, et avec l'organe creux, il a induit le pneumopéritoine. Et le pneumopéritoine, rappelez-vous, en position assise, demi-assise ou bien debout, l'air, il va monter vers le haut. Et c'est pour cela la motilité préhépatique, elle disparaît. C'est dire la percussion. Le silence, en auscultation, on peut percevoir un silence qui nous oriente vers l'iléus paralytique. Voilà, l'iléus paralytique. Le toucher rectal, on peut avoir le cri de Douglas, donc en palpant le bord postérieur du péritoine qui est irrité, ça peut induire une douleur. Donc le cul-de-sac de Douglas ou un repli péritonéal qui se trouve entre l'anus, le rectum et les voies urinaires. Donc si on le palpe, qu'est-ce qu'on a, s'il est irrité, le patient va hurler de douleur parce que voilà, le péritoine il est inflammé et l'agression est profonde. Bien sûr, comme on a dit, chez certains patients, la contracture, elle peut être absente. On est dans le cadre d'une péritonite asthénique ou bien toxique. Donc, la contracture, il y a أهم حاجة اللي كنلقاو. Mais il faut faire attention. Si le patient il est en dénutrition, immunodépression, obésité, polytraumatisé, patient sédaté, etc., la liste n'est pas exhaustive, il peut faire une péritonite, mais asthénique. Et donc, il faut faire très attention à de la péritonite asthénique. Alors, si on fait le diagnostic à tort, donc on est incapable de faire le diagnostic correct, alors on va laisser traîner et les complications seront très graves. C'est pour cela même il existe des péritonites asthéniques. Donc, pour rappel, la douleur coup de poignard, cri de Douglas à la palpation du cul-de-sac de Douglas, c'est un repli péritonéal entre la vessie, si je me rappelle, la vessie et l'anus, le rectum, enfin, la constitution des tubes digestifs, et la contracture généralisée ventre en bois, où les muscles grands droits sont carrément visibles, surtout chez le sujet maigre. Donc, diagnostic, le moment où on fait le diagnostic positif des péritonites, ça y est, c'est l'indication de la chirurgie. Aucun examen paraclinique ne doit retarder la prise en charge. Donc, le moment où ça y est, on a confirmé les péritonites, on doit indiquer la chirurgie et préparer l'opération. Mais dans certains cas, on peut demander des examens. Allez. Donc les formes cliniques. Les formes cliniques, on peut avoir la péritonite générale localisée, donc qui se trouve à une seule région, surtout d'origine appendiculaire. Donc défense, on regarde du foyer infectieux, soit abcès appendiculaire, soit pyocholécyste, soit abcès péridiverticulaire concernant les diverticules qui peuvent se trouver dans n'importe quelle région, mais surtout au niveau de l'intestin grêle. On peut avoir une occlusion fébrile, donc c'est une forme clinique elle aussi qu'on peut trouver.
Si la péritonite qui va donner la fièvre, elle est associée à l'ileus réflexe. L'ileus réflexe va induire le tableau d'occlusion. On peut voir aussi un tableau d'un plastron abcédé. Le plastron abcédé, si vous vous rappelez, quand il y a la péritonite en deux temps, ou là trois temps, si je me rappelle, fait le cours de l'appendicite. Donc, quand on a l'appendicite, le péritoine va essayer de colmater cette infection et inflammation, mais ce moyen va être dépassé. Donc, appendicite, abcès du plastron appendiculaire, et lorsqu'il va se rompre, il va induire une dissémination au niveau du péritoine. Ou bien la péritonite asthénique, comme on a dit, ou bien toxique. C'est la péritonite qui ne fait pas de contracture généralisée, notamment les patients âgés, dénutris, immunodéprimés, ou bien on a des comorbidités, des terrains à risque associés, transplantés ou sous traitement immunosuppresseur. Et donc, il peut se manifester par une simple douleur diffuse de l'abdomen. La défense ou la contracture sont souvent modérées, elles peuvent être même absentes. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention qu'il y a certaines formes frustes, des formes décapitées. Vous voyez, ça c'est bon? Voilà. يس هذيك إليس باغاليتيك اللي في أوكليزيون فيبريل dû Ah. à péritonite ولا à quoi? Ah. La péritonite, elle va entraîner une douleur tellement intense qu'on peut avoir un ileus réflexe. C'est possible. L'ileus réflexe, les étiologies d'ileus sont plusieurs. Soit la chirurgie en elle-même, un ileus post-opératoire, ou bien ileus par réflexe dû à la douleur, ou bien dû à un médicament, ou bien qui les étiologies de l'ileus réflexe. C'est l'ileus, les réflexes. Ben, c'est l'arrêt du péristaltisme de l'intestin pouvant mimer un tableau d'occlusion. C'est l'occlusion fonctionnelle. C'est bon. Et la péritonite, ça l'ileus réflexe. Ok. Voilà. Donc, les examens paracliniques qu'on peut demander, bien sûr, ils ne sont pas indiqués pour n'importe qui. Ils ont des indications spéciales. L'ASP, l'ASP, c'est le seul à demander. Vraiment. Et l'ASP, il va nous permettre de faire la différence. Est-ce qu'il s'agit d'une péritonite par perforation d'ulcère ou bien due à une autre atteinte? Donc, si nous avons une péritonite par perforation d'organes creux, d'organes creux, donc gratuitement manifestant par le pneumopéritoine. Et donc, il est facile à repérer à l'ASP ou bien à la radio de thorax. Donc, le cliché est pris en expiration, puis à la trouille le thorax, position debout de face, centré sur le coupole diaphragmatique, etc. Et donc, ce qu'on va chercher, il nous permet de savoir quel type d'étiologie on aura. Si nous avons le pneumopéritoine, ça veut dire que c'est très probablement un organe creux du tube digestif qui a été rompu. Donc, soit l'intestin grêle, le côlon, l'estomac, etc. Si par exemple nous n'avons pas de pneumopéritoine, donc c'est très probablement autre chose. Par exemple, une perforation les voies biliaires, tu vois, avec une péritonite, etc. On peut aussi trouver un stercolite. Le stercolite, c'est une calcification au niveau de l'appendice. Et ça peut nous orienter vers l'étiologie, que la péritonite elle est d'origine appendiculaire. On peut avoir une grisaille diffuse, témoignant de l'épanchement intrapéritonéal. Ça veut dire qu'il y a une opacité diffuse. Au lieu que l'abdomen il soit plus clair, il devient opaque. Mais chez opaque, il dit que d'argent, mais quand. On peut aussi trouver une distension gazeuse du grêle, aérogrêlé ou bien aérocolie, ou bien même l'aérorectie, dans le cadre de l'ileus réflexe, donc les niveaux hydroaériques. Donc voici des images. ASP, elle peut se faire dans plusieurs incidences, mais surtout comme ça de l'eau debout, pour voir facilement les niveaux hydroaériques. Donc à l'ASP, pour voir le pneumopéritoine, on peut repérer le croissant gazeux en face debout, mais dans les autres positions qui sont des repères qu'on peut trouver. Au niveau face couchée, on peut voir le ligament falciforme et l'espace de Morrison qui sont comblés d'air. En décutus latéral, on peut voir le croissant gazeux entre le foie et la paroi, clairement, etc. Donc ça dépend de l'orientation, mais là, surtout on préfère la face debout parce qu'elle est facile à interpréter. Donc voici des comparaisons. Donc à gauche, vous voyez un ASP normal et à droite, vous voyez la grisaille diffuse.
Donc ça devient difficile de voir le tube digestif, ce qui témoigne de l'épaississement du péritoine et زعما داكشي اللي كاين لداخل un épanchement. Soit l'épaississement péritonéal de un et de 2 qui est le liquide à l'intérieur, donc l'épanchement péritonéal. Ce qui est d'autres examens qu'on peut demander, mais ils sont surtout demandés s'il y a un doute. À part l'ASP, les examens, ça ne sert presque à rien de les demander pour voilà, confirmer le. Ce n'est pas pour confirmer, c'est surtout lorsqu'il y a une forme douteuse ou bien ça va, ça, les formes douteuses. Donc, échographie, elle confirme le diagnostic d'épanchement péritonéal et peut nous orienter vers l'étiologie. Mais le problème avec l'échographie, c'est qu'il est opérateur dépendant, donc l'individu doit savoir manipuler l'échographe. On peut demander un scanner. Le scanner ou le gold standard en quelque sorte, il est utile dans les cas douteux, en cas de suspicion de diverticulite ou bien sigmoïdienne, ou pour éliminer certains diagnostics différentiels. Au scanner, on peut facilement voir les stades de la pancréatite aiguë. On peut faire une radio du thorax. Radio du thorax, elle aussi, elle peut mettre en évidence le pneumopéritoine. Elle peut aussi mettre en évidence une condensation des vases pulmonaires ou bien un épanchement pleural associé. Une autre étiologie. Voilà. Mais pour résumer, les examens complémentaires sont contre-indiqués pour la prise en charge. Ils ne sont indiqués que lorsque la forme est douteuse ou bien la forme est voilà, douteuse, elle est fruste. Sinon, à le moment où nous avons la contracture abdominale, la conduite à tenir, c'est d'indiquer la chirurgie le plus tôt que possible en urgence. Voilà. Donc voici une radio de thorax montrant le pneumopéritoine bilatéral de croissant gazeux. À l'échographie, à gauche, on peut voir les bulles d'air qui sont hyper échogènes. L'air voilà, bloquer le sang thermo, hyper échogène, avec œdème des séreuses, et comme on peut voir, un épaississement pariétal à ce niveau-là. L'image en bas à gauche, on peut voir le liquide anéchogène qui commence à se former, témoignant de l'épanchement péritonéal, quelque part. Probablement les zones d'équilibre, donc l'échographie. Le scanner, il est très utile, mais bien sûr, le MMJ, il est très utile, il est très spécifique, il est très sensible, mais comme on a dit, il ne doit pas retarder la prise en charge. Donc, il peut nous permettre de voir le pneumopéritoine facilement sous la paroi abdominale antérieure, en avant du foie, périlésionnel, et pour nous orienter vers l'étiologie facilement, est-ce qu'il a une perforation au niveau du grêle, est-ce qu'il a une atteinte appendiculaire, etc. Les examens biologiques qu'on peut demander. Les examens biologiques qu'on peut demander, c'est surtout pour l'intérêt pronostic, pour savoir est-ce que l'infection elle est modérée ou bien très élevée, ou bien l'état du patient, dans le cadre de la préparation de la CPA, la consultation pré-anesthésie, donc guide la réanimation préopératoire. Donc l'hémogramme, on va trouver très fréquemment une hyperleucocytose neutrophile, mais ce n'est pas le cas si l'origine est tuberculeuse. On peut demander la CRP, qui est élevée en cas d'infection. On peut voir la procalcitonine, ça dépend du type d'atteinte. Si c'est une infection bactérienne, la procalcitonine est élevée. Si ce n'est pas le cas, la procalcitonine est normale. Donc on a une inflammation secondaire à quelque chose d'autre. On peut doser les phospholipases A. Pourquoi les phospholipases A, à votre avis? Euh, orientين orientين Euh, شنو راك Phospholip- ترمسي كذا. Donc phospholipase, elle joue un rôle très très important dans la coagulation sanguine. Et donc, إذا كان مشكل في الفوسفوليباز, on peut rentrer dans le cadre de la CIVD. C'est quoi la CIVD? C'est la coagulation intraveineuse نسيت واش disséminée ولا diffuse ولا diffuse ولا شي حاجه هكا. وهذيك هي اللي غدير لك حتى هي سي ان فاكتور اللي يقدر يدير لك تروازيام سيكتور ويقدر يدير لك دي زاتانت اللي غراف اسوسيي وغدير لك le syndrome de défense multiviscérale. Donc prédire la survenue de ce syndrome. On peut faire des hémocultures, essayer d'éliminer l'agent causal,
Si la péritonite elle était d'origine par septicémie, alors on peut très probablement l'isoler par hémoculture. On peut faire le bilan BHE, donc bilan hydroélectrolytique, l'ionogramme sanguin, pour savoir le degré de retentissement du troisième secteur sur l'homéostasie. Comme on a dit, le troisième secteur, c'est quelque chose que le corps n'est pas adapté à accueillir. Et donc, ça va induire immédiatement un trouble de la distribution des ions. Et donc, ça va retentir sur tous les viscères. Un bilan hépatique et rénal, un bilan d'hémostase. Et on peut aussi faire la gazométrie pour nous orienter vers quel type, sur le retentissement thyroïdien. Est-ce qu'on est en train de rentrer dans l'acidose métabolique, etc. Donc, comme on a déjà dit, qu'il y ait quatre facteurs qu'on peut trouver qui peuvent nous orienter vers un CIRS, un syndrome, de réaction inflammatoire euh, systémique. Donc, le CIRS, comme on a dit, on le confirme le moment où nous avons au moins deux critères. Donc, soit la température elle est très élevée ou bien trop basse, donc hyperthermie ou bien hypothermie, 38,3 ou bien moins de 36. Ou bien nous avons une accélération du pouls, plus de 90 battements par minute. Ou bien nous avons un trouble respiratoire de type fréquence respiratoire qui 20 cycles par minute. Ou bien l'hypercapnie, l'hypocapnie, c'est pas dire, l'hypercapnie, l'hypocapnie apparemment. Et ça rentre dans le cadre de la détresse respiratoire, l'hypocapnie et l'hypoxie. Si la glycémie elle est très élevée, ou bien les globules blancs, on a une hyperleucocytose ou bien leucopénie, leucocyte, ou bien une altération des fonctions supérieures, temps de recoloration, bon, c'est un peu spécifique, ou bien la lactatémie. Mais en général, le CIRS, les quatre facteurs les très importants, la température, le pouls, l'état respiratoire et les globules blancs. إذا كان deux critères من هاد الأربعة c'est que c'est très probablement nous sommes dans un CIRS, dans un syndrome de réaction immunitaire systémique. Réponse immunitaire systémique. C'est inflammatoire. Inflammatoire. Donc, non, je vous les étiologies une à une. L'étiologie la plus fréquente, c'est la péritonite par perforation d'ulcère. Ulcère gastro-duodénal, il y a la plus fréquente. Et la notion la plus importante qu'on peut trouver, c'est une prise d'AINS. Parce que rappelez-vous, les anti-inflammatoires non stéroïdiens pouvaient induire les ulcères. Et donc, les ulcères, ils peuvent devenir de plus en plus profonds et peuvent rompre carrément. Et donc, induire une communication entre le péritoine, entre la cavité péritonéale, puis la cavité, l'espace virtuel du péritoine et l'estomac, ou bien le duodénum, ou bien l'hybride, un ulcère quelque part, ou bien corticothérapie, ou le jeûne prolongé. Ce sont des notions qui peuvent nous orienter vers la perforation d'ulcère. La douleur, elle débute en épigastrique, parce que je m'explique l'estomac ou duodénum, le début. L'irradiation, elle peut être scapulaire, droite, et elle est accompagnée d'agitation. L'état général, il est conservé au début, donc c'est une péritonite qui est initialement chimique seulement. La péritonite, elle peut être d'origine bactérienne et donc elle est d'emblée associée à la fièvre, mais si l'origine est chimique, donc tu connais initialement pas de fièvre, apyrexie. Et la péritonite chimique peut se surinfecter et donc et ce n'est que là qu'elle va donner la fièvre. Donc défense épigastrique diffuse, etc. ou diffuse, hyperthermie et radiothorax pneumopéritoine, parce que perforation d'ulcère, communication d'un organe creux, etc. Donc voici des images qui montrent les perforations. L'épanchement qui commence à devenir purulent. Voilà, au duodénum. ما كاينش duodénum, mais كتبين ديك perforation d'un ulcère duodénal. On peut avoir une péritonite d'origine appendiculaire. Donc le problème, c'est que l'appendice qui initialement est de rentrer dans un état inflammatoire aigu, dans un tableau d'appendicite, elle a été maltraitée. Et lorsqu'elle est maltraitée, l'appendice, elle peut s'abcéder, formation de l'abcès, il y a la collection des le pus et les bactéries ou l'agent infectieux ou la réaction immunitaire qui est et elle peut se rompre. Lorsqu'elle va se rompre, elle peut disséminer. Et donc, si elle dissémine, elle peut donner l'appendicite, le péritonite.
soit bien sûr par la rupture, donc d'emblée par perforation, ou bien par diffusion. Diffusion هي par contiguïté بشوية عليها بشوية بشوية حتى les bactéries ils ont traversé la paroi. Donc la péritonite elle survient soit en deux temps ou bien trois temps. Donc douleur brutale, est-ce qu'il faut oui. باش تعاود النوسيون ديال لي طون نسيت نمشيو لهاد دغيا. Donc péritonite en un temps, appendicite اللي qui induit la péritonite en deux temps ولا trois temps, c'était زعما l'évolution ديال l'appendice. Est-ce que كانت كتابسيدا وكتغومبا ولا كانت كيدور بها البلاسترون وعاد كيتابسيد البلاسترون وعاد كيتغومبا. هادي دو طون تخوا طون. نمشيو لهاد دغيا نلقاها ومن بعد نرجعو للكور ديالنا. جو بونس لا هبط بزاف. ويلي فين هي؟ ماشي مشكل صعب نوصلوا لها ان شاء الله. انا نو صراحة ما كان واحد الدياباجي عاقل عليها مزيان كانت المهم بون حتى من بعد. Donc comme on a dit, la péritonite elle peut survenir sur une appendicite qui a été maltraitée. Voilà, l'ASP, scanner, biologie, perforation, et voilà, appendiculaire. Donc, bien sûr, les signes associés d'une appendicite. Donc, initialement, quand il y a une douleur au niveau de la fosse iliaque droite, si c'était en position standard, l'appendice elle peut se trouver en position spéciale. Les signes infectieux ils sont sévères, parce qu'un abcès ne rompt pas. Donc, le syndrome infectieux il est très marqué. On peut avoir une défense ou contracture exacerbée au niveau de la fosse iliaque droite, au point de McBurney, qui est très intense. À l'ASP, on peut avoir les réflexes ou bien on trouve le stercolite qui peut nous orienter vers l'étiologie qu'on abdèche de l'appendice. Ou le pneumopéritoine dans ce cas qui coûte minime. Bien sûr, l'appendice c'est rare. Ou quand tu perforas, ça va déchirer بزاف ديال l'épanchement aérien. Donc voilà. C'est pour l'échographie ou le scanner, il me permet de voir que l'atteinte était d'origine appendiculaire. Donc l'épanchement péritonéal avec surtout signe d'appendicite. Donc, et une chose que je veux vous rappeler, les ulcères, par perforation d'ulcères, qu'il y a deux types d'ulcères. Les ulcères gastro-duodénaux, donc ulcère gastrique ou ulcère duodénal. Il faut faire attention avec les ulcères gastriques, ils peuvent se cancériser. Donc en général, si on trouve des ulcères gastriques, il faut les biopsier. Ce n'est pas comme les ulcères duodénaux. Les ulcères duodénaux ont un autre mécanisme d'apparition, etc. Et ils n'ont pas de risque de cancérisation. Donc il ne faut pas les biopsier. C'est bon? عاود لما كنديرو بيوكسي. L'estomac. L'estomac, oui, a risque de se cancériser. Les ulcères gastriques peuvent cancériser. Donc, elle dit quand péritonite appendiculaire. Donc voilà, on retrait le tube digestif qui est inflammé, donc irrité, secondaire à la péritonite, ou à de la péritonite secondaire à une appendicite. Regardez ici l'appendice qui est même nécrosé. Là, ça a vraiment degdega. Voilà. On peut avoir aussi les péritonites d'origine colique, donc perforation du côlon, soit par tumeur ou bien autre chose, et c'est le pronostic le plus grave. Voilà. Les péritonites qui connaissent soit d'origine stercorale, donc qui est une mouche qui fait les selles, et qui connaissent très sceptique. Et le côlon, il est plein de bactéries et de germes. Et donc, il déroule une péritonite vraiment très, très brutale. Les signes infectieux et généraux sont majeurs dès le début et précoces. Le pneumopéritoine, il est abondant et souvent bilatéral parce que le côlon a amr les gaz. Et le scanner le confirme facilement. L'atteinte colique, elle peut être soit par une perforation colique due à une diverticulite sigmoïdienne qui va rompre, ou bien une perforation tumorale, ou bien un volvulus sigmoïdien, ou bien perforation colique au cours d'un syndrome de Gilby, ou bien perforation colique d'une colite aiguë grave dans le cadre d'une poussée de RCH, ou bien une perforation colique iatrogène lors d'une colonoscopie et par erreur, avec le colonoscope, la paroi du côlon. Et donc, ça va donner une péritonite grave.
C'est bon? Donc, هذه c'est d'origine colique. Voici une image d'un côlon qui est envoyé par la tumeur et a induit une perforation d'ordre massif. Épanchement péritonéal avec fausse membrane partout, témoignant de l'inflammation dans tout le péritoine, disséminé, diffus. Les dépôts blanchâtres de fibrine, rappelez-vous. Ensuite, nous avons les perforations d'origine grélique. D'origine grélique, surtout qui connaissent les maladies qui sous l'intestin grêle, donc entérite, gastro-entérite, bحال typhoïde, shigellose, salmonella ou les shigella, shigellose, il y a la fièvre typhoïde, et surtout une gastro-entérite, donc une entérite segmentaire, ou bien un diverticulite de Meckel. Rappelez-vous le diverticule de Meckel qui se trouvait dans l'iléon terminal, ou bien un traumatisme abdominal. Il peut perforer l'intestin grêle. Surtout que l'intestin grêle, il est très fragile. Il est friable. Tellement que il y avait certains accidents chirurgicaux dus aux chirurgiens qui tiraient très fort l'intestin grêle et donc ils l'interrompaient. Et donc, sont parfois le terme évolutif d'une occlusion par strangulation. Donc, initialement, quand il y a une occlusion par strangulation, et avec le temps, la nécrose, etc., elle va se perforer. Donc, le grêle qui te strangule bzaf. Il est mobile, il est libre, qui te harrak. Et donc, c'est pour cela qu'il y a bzaf de l'étranglement. On peut voir ensuite une péritonite biliaire, donc ce qu'on d'origine la bile, tout simplement, dans le cadre soit d'une angiocolite ou la cholécystite, donc complique l'évolution d'une cholécystite aiguë gangrèneuse par rupture ou bien diffusion. Faire attention surtout dans certains terrains, soit la femme immunodéprimée ou bien porteuse d'une lithiase vésiculaire au préalable, ou là, la vésicule biliaire qui est elle-même pathologique. حيت غنقراو واحد le terme de la vésicule biliaire en porcelaine et donc هذيك كتكون au risque. Donc اللي كتtémoigner que ان هذيك la vésicule biliaire elle avait déjà fait un épisode à répétition, plusieurs épisodes à répétition ديال colique hépatique. Donc là, dans ce cas, des péritonites biliaires, prédominance des signes physiques au niveau de l'hypocondre droit. Le péritonite appendiculaire. Péritonite appendiculaire, كان كيبدا من الفون iliaque droite. هذه كتبدا من l'hypocondre droit. L'échographie confirme facilement le diagnostic. حيت تقدر تشوف les lithiases vésiculaires ou les blocages. Parfois, suite à une contusion hépatique ou en post-opératoire par lésion iatrogène des voies biliaires. Donc, il faut savoir aussi que les voies biliaires sont très fragiles. C'est difficile de les suturer ou bien de travailler avec. Et donc, les accidents iatrogènes qui induisent une rupture des voies biliaires sont très fréquents. C'est bon? Donc, هذوما les formes اللي شنو لحد الآن. En fait, كاينه les formes, bien sûr, par perforation intestinale, ou que l'intestin grêle qui est perforé, avec les dépôts blanchâtres partout, l'irritation péritonéale اللي كتبان في الممشات, fausse membrane, donc voilà, disséminée, des dépôts fibrineux, perforation intestinale, voilà, très clairement visible, qu'on doit suturer et traiter. On a ensuite les péritonites d'origine gynécologique, donc faire attention à l'arbre, les annexes chez la femme surtout, donc dans le cadre d'une salpingite ou bien pyosalpinx, qui peut disséminer et donner une péritonite. Donc une douleur hypogastrique initialement bilatérale avec des leucorrhées purulentes, les signes associés. Donc ça nous oriente que l'origine était gynécologique, avec des signes d'irritation vésicale et rectale. Voilà, c'est bien, donc les organes, surtout chez la femme. L'état général, il est souvent conservé et le toucher pelvien, il est douloureux. Avec, on peut percevoir une masse annexielle latéro-utérine, ce qui témoigne que les trompe, elles sont inflammées et donc absédent. Donc, tu palper carrément. L'échographie ou bien le scanner, il permet de confirmer le diagnostic. Et dans ce cas, la voie d'abord que tu la célioscopie. Célioscopie, la célioscopie en général, les chirurgiens, ils préfèrent parce qu'elle est plus facile, mais si c'est elle est plus facile. Elle est moins dangereuse. Alors, elle est plus difficile qu'une laparotomie. Mais elle est moins dangereuse, les complications sont moindres, ça rentre dans le cadre d'une microchirurgie. Les microchirurgies, donc rapidement le patient il se rétablit, etc. Mais bien sûr, la célioscopie, elle a des contre-indications et des limites. Ensuite, nous avons les péritonites post-opératoires.
post-opératoire, le plus souvent dû à un lâchage d'une anastomose. Donc, quand nous déjà opérons quelqu'un pour, par exemple, un cancer colique, donc on l'avait réséqué, ensuite on a anastomosé. Si l'anastomose lâche, c'est immédiatement une communication entre l'organe et le péritoine. Et donc, ça va donner une péritonite. Donc, les signes généraux au premier plan, on met les kibano, donc l'altération d'état général, choc septique, le CIRS, tachycardie, polypnée, hypoxie, donc le collapsus, trouble de conscience, etc. Et les signes physiques sont dominés par l'ilius réflexe, la douleur abdominale, la contracture deviennent difficilement interprétables parce que déjà il y a une incision chirurgicale, donc déjà opéré. Et là, tu opéras, donc on voit déjà qu'il est dans un état asthénique. Et en plus, la cicatrice abdominale, elle peut cacher هذيك la contracture, avec parfois des écoulements anormaux par les drains. Et après une chirurgie, on a des drains. Et les drains, ce qu'ils ramènent, peuvent nous orienter sur quelles complications fait de l'individu. C'est bon? C'est bon jusque-là? Donc, surtout dans le cadre d'une atteinte post-opératoire, il faut faire un suivi. Un suivi biologique. Par exemple, vous faites la CRP. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, il y a une ascension. Faire attention, cet individu commence à faire une réaction inflammatoire. L'échographie et surtout le scanner est indiqué dans ce cas pour chercher l'épanchement péritonéal. Voici une péritonite post-opératoire sur lâchage d'anostomose. Donc regardez, initialement on avait anastomosé l'intestin grêle et ça a lâché, donc ça a rompu fausse membrane, inflammation, etc. Voilà les fausses membranes sur tout le tube digestif avec parfois des taches de nécrose que nécrose هنايا. Donc maintenant nous allons aborder le volet du traitement. Donc tout simplement, le traitement c'est un seul type. Quel sera le traitement? Ghalib. Est-ce qu'il y a un traitement médical à votre avis? لا Non. chirurgical. Chirurgical. Donc c'est la chirurgie avec une toilette péritonéale. كتنقي le péritoine. Drainage, غيكون drainage toilette وغيكون جو بونس شي ديكورتيكاسيون بوسيبل ياك Une وكاين ديال décortication, oui. L'étiologie surtout. إذا كانت une atteinte ulcéreuse كتسوتوري l'ulcère. إذا كانت تبرفورا l'intestin grêle خاصك تقطع داك الطريف اللي مقطع. L'appendicite, on doit appendicectomiser, etc. Cholécystite, cholécystectomie. Donc les exemples, qui est un traitement médical qui va corriger le trouble hydroélectrolytique. أول حاجة le traitement il peut aussi permettre de confirmer le diagnostic étiologique. Ça veut dire que تعطيتيه des antibacillaires وتحسنت الحالة ديالو, c'est que c'était réellement l'origine tuberculeuse. Il permet aussi de traiter l'étiologie. En fonction de l'étiologie, on va traiter les conséquences, toilette péritonéale, drainage, etc. et éviter les complications. Nécrose, troisième secteur, état de choc, etc. Donc d'abord, on doit hospitaliser. Quelqu'un qui fait une péritonite aiguë généralisée, le traitement ne peut pas être ambulatoire. Il est à risque. Ça peut compliquer à n'importe quel instant. Et s'il est chez lui, surtout les sujets âgés, il va vraiment faire un état très grave seul. Donc le traitement médical, c'est la réanimation. La réanimation, donc les voies veineuses de bon calibre, avec le remplissage macromoléculaire et correction des troubles hydroélectrolytiques, sonde gastrique si vomissement, pour voilà, alimenter le patient et d'éviter les vomissements et prévenir l'inhalation. Sonde vésicale pour surveiller la diurèse de type péniflow. Antibiothérapie intraveineuse curative, adaptée à l'agent infectieux et mis en évidence. إذا كانت tuberculose antibacillaire. إذا كان streptocoque كتعطي بون ستريبتوكوك غنقولوا باسيل جرام نيجاتيف كدير الانتيبيوغرام حيت هادوك كيكونوا ملتي ريزيستون. اذا كان انايروبي le métronidazole et les pénicillines sont très efficaces, etc. On peut donner aussi des antalgiques antispasmodiques pour soulager le patient et un support vasoactif pour augmenter la pression parce que bien sûr il est dans un état de choc. Voilà. Ensuite, le traitement chirurgical. Le traitement chirurgical, il doit être rapide. Parce que, comme on a dit, il faut rapidement être capable d'enlever le problème pour que ça ne se complique pas. Parce que, comme on a vu, les complications, elles peuvent être même létales.
Donc, on peut soit faire une laparotomie ou bien laparoscopie. Mais bien sûr, la laparoscopie est contre-indiquée si état de choc. Donc, علاش؟ حيت la laparoscopie, qu'est-ce qu'elle va faire à votre avis? Qu'est-ce qu'on fait lors de la laparoscopie? Ou bien la célioscopie, c'est la même chose. Presque. شتي واحد المنظار في البارو ابدومينال كنحلو آه، Mais qu'est-ce qui se passe au niveau de la paroi abdominale? Qu'est-ce qu'on fait? كان واحد الحاجة اللي كنديروها au niveau du péritoine. عارف L'in- ريمبر باري. L'insufflation de dioxyde de carbone pour induire le pneumopéritoine artificiel. راه كنا كنفخوا l'abdomen. Et هذاك le pneumopéritoine, il peut aggraver l'état de choc. C'est pour cela qu'il est contre-indiqué. C'est bon? يس. Et le pneumopéritoine, il peut aggraver le troisième secteur. On peut aussi faire des prélèvements microbiologiques, toilette péritonéale abondante au sérum salé, aspiration pour retirer l'abcès, etc., le purulent. Traitement étiologique et radical de la source de l'infection. Appendicite, on va appendicectomiser. Perforation de l'intestin grêle, on va réséquer le tube, etc. Le côlon sur tumeur, on va réséquer, etc. Et après résection, donc on va faire une suture. Donc rétablissement de continuité. Mais bien sûr, elle ne va pas se faire immédiatement. Le rétablissement de continuité, on va le faire plus tard. Donc nous, on va opter plutôt pour une stomie digestive. Une stomie digestive, donc il y a une perforation intestinale ولا colique, فاش غتقطعها غتلصق هذوك لي بو ديال l'intestin grêle ou les deux bouts ou bien le côlon في la paroi وكدير pochette la stomie digestive. Pourquoi? Parce que surtout après la péritonite, l'individu, il est ça va, dans un état faible, dénutri. Dénutri, la vascularisation, elle est basse, et donc la stomie, si on suture la stomie va lâcher, mais fait le bien. Et c'est pour ça qu'on va faire la stomie digestive, soit on bouillit Volkmann ou la Hartmann, غنشوفوهم دابا شوية. وكتسنى 6 شهور من بعد شويه الوقت عاد فين كدير rétablissement de continuité. Et bien sûr, on va mettre en place un drain, le drainage de la cavité péritonéale, surtout dans le cadre de suivi. On peut aussi faire un drainage radiologique, donc par la radiologie interventionnelle, donc drainage percutané d'un abcès, ou bien écho-guidé, scano-guidé, etc. Et nous permet aussi de faire des prélèvements microbiologiques. Donc les indications, si nous avons une origine appendiculaire, appendicectomie, par perforation d'ulcère, suture de l'ulcère et traitement médical de l'origine de l'ulcère, donc غالبا كنعطيوه soit l'IPP ou bien la bivagotomie, donc كتحيد le nerf vague, حيت le nerf vague هو اللي كيستيمولي les sécrétions acides au niveau du tube digestif, au niveau de l'estomac. En général, le nerf vague هو اللي كيستيمولي le tube digestif en son intégralité. Donc la bivagotomie va زعما carrément éliminer le risque de survenue عاوتاني ديال l'ulcère. Ou bien pyloroplastie, donc associé à une pyloroplastie كتقاد l'onchropylore حيث le nerf vague فاش كتحيدو كتقطعو il induit un trouble du sphincter pylorique. Donc c'est pour cela on va faire une pyloroplastie associée. Si l'origine c'est l'Helicobacter pylori, on doit éradiquer l'Helicobacter pylori. Et voilà. Donc elle dit si l'origine هي l'ulcère. Si l'origine il y a la perforation, donc voilà l'ulcère perforé, donc grélique ou la colique, كتغيزيكي les segments perforés, vous avez le segment qui contient la perforation, et ensuite on va suturer. Donc résection intestinale sans rétablissement de continuité, surtout si c'est sepsis sévère. Et si de sepsis sévère, l'anastomose elle va lâcher à 100%. Donc nous, on va plutôt opter pour des stomies de type digestive, soit en bouillie Volkmann ou bien Hartmann. C'est les deux types qu'on peut faire. Hartmann, si tumeur rectale perforée, ou bien bouillie Volkmann, il est quand grillé. Voir colectomie subtotale ou en cas de perforation diastatique, etc. Des colectomies, le côlon presque carré. Si la péritonite est d'origine biliaire, cholécystectomie. On va enlever la, la vésicule biliaire ici à l'origine, et elle est malade, elle est pathologique. Et ensuite, on va mettre en place des drains. Drainage externe des voies biliaires par drain de Kerr
Et drainage là, je parle des lames de DLB et des drains. D'autres drains, soit drain de Rodon ou le drain اللي يعجبك. يلا يبقى كيحدد ديك البلاصه اللي اوبيري ليها، اللي اوبيرينها اللي خاويه. حيت راك حيدتي لا فيزيكول بيليير. La vésicule biliaire, elle va laisser un vide. Et le vide, si il peut surinfecter, il peut fistuler شي حاجه اخرى شي حاجه تفيستولا تماك etc. Et donc, mettre en place des drains au niveau de cette région est important dans le cadre du suivi de l'acte chirurgical. Ensuite, l'antibiothérapie. Parce que la cause la plus fréquente de la péritonite, c'est l'infection. Il faut faire surtout attention que les infections sont surtout polymicrobiennes et flore mixte, aéro-anaérobie. C'est pour cela que le traitement antibiothérapie, il est difficile. Mais qu'il y a une certaine base de réflexion. خاص يكون à large spectre, ciblé et efficace. Donc بعدا كتلقى ان كاين لي بكتيري بزاف وكتلقى une acidose locale et des abcès enkystés au niveau du péritoire. هادو كاملين ils induisent que l'antibiothérapie elle est difficile à exercer زعما انها تكون efficace. Mais on va la faire quand même parce que l'antibiothérapie elle peut aider. Voilà. Elle doit être efficace et ciblée. Donc réduire la taille de l'inoculum bactérien. Donc elle est adjuvante كتعاون le traitement. Limiter l'extension et diminuer les bactéries émises. Donc les règles, l'antibiothérapie que j'ai à la chirurgie, donc elle est adjuvante. Elle va aider quelque chose parce qu'à elle seule, elle est insuffisante. On peut avoir une diffusion péritonéale importante. On doit avoir une diffusion péritonéale importante pour le donner. Avec l'antibiotique, sinon là, il ne sert à rien. L'antibiotique, il doit être capable d'aller au niveau du péritoire. Connaître les spectres efficaces, ça veut dire que maintenant, le ceftriaxone, il ne peut pas agir sur les entérocoques et les anaérobies. Et donc, là, que les céphalosporines de troisième génération ne sont pas suffisants à eux seuls, surtout lorsqu'elle est d'origine colique. Colique, c'est une polymicrobienne, anaérobique surtout, bacille gram négatif, donc et ensuite, après les hémocultures, on peut faire les antibiogrammes. Et les antibiogrammes, on a des résultats spécifiques. Et donc, le moment où les fait des résultats spécifiques, ما كنبقاوش نديرو l'antibiothérapie probabiliste, كنوليو نديرو l'antibiothérapie ciblée. C'est bon? Donc voilà, c'est ça les règles de l'antibiothérapie. Donc le choix, il dépend surtout du type de l'atteinte. Est-ce qu'il est communautaire ou la nosocomiale? Parce que ça nous oriente vers est-ce que les germes ils sont multirésistants ou non? Et est-ce qu'il est grave? Si elle est grave, qui est en hospitalisation intraveineuse, dose élevée, etc. Donc durée, elle n'est pas claire. Surtout que récemment, la durée des antibiothérapies, elle diminue de plus en plus. Donc, la durée. Donc, on va se baser surtout sur des critères d'arrêt. On va arrêter l'antibiothérapie s'il n'y a plus de fièvre, apyrexie depuis plus de 24 heures, ou bien normalisation des globules blancs, ou bien la reprise du transit. Donc, les critères d'arrêt, qui veulent dire que l'irritation péritonéale s'est calmée. Voilà. Donc, en général, on donne soit les céphalosporines de troisième génération avec les azolés, ou bien les pénicillines A associées à un inhibiteur des bêta-lactamases de type acide clavulanique, par exemple, avec imidazolé. Donc, les céphalosporines de troisième génération et la pénicilline A, ce sont toutes les deux des bêta-lactamines à large spectre. On peut aussi donner c'est encore une fois des pénicillines avec aminoside dans ce cas, ou bien on peut donner l'ertapenem. Mais il faut faire attention, surtout il y a les bactéries multirésistantes, comme Pseudomonas, etc. Donc si on a quelque chose, ou une contre-indication de bêta-lactamine, on va le remplacer par l'aminoside et le fluoroquinolone, les deux à la fois. Et si on a un choc septique, donc on va donner le même traitement qu'une péritonite nosocomiale. Mais pour résumer, on a surtout les céphalosporines de troisième génération avec les azolés. هذا كان دايما كنشوفوه au niveau du service. Le service كيكتبوا فلاجيل ou ceftriaxone. Donc flagyl هو le métronidazole et le ceftriaxone هو الcéphalosporine de troisième génération. دايما مكتوب chez tous les patients اللي عندهم هاد l'atteinte. Par contre,
S'il est d'origine nosocomiale, donc là, on doit aller plus pousser, des antibiotiques spécifiques les bacilles multirésistants. Donc, je ne vais pas lire tout ça, mais en général, elle dit à la règle. Il faut donner quelque chose spécifique des les bactéries multirésistantes. Donc, on ne va plus donner l'amoxicilline ou la ceftriaxone, ils sont inefficaces. Concernant la surveillance, donc après la chirurgie ou bien autre, il faut faire le suivi en post-opératoire pour dépister les complications post-opératoires ou bien pour le suivi de l'état du patient. Est-ce qu'il s'améliore réellement? Donc il faut l'administrer en unité de soins intensifs ou bien réanimation et le suivre d'une manière rapprochée. Le pouls, tension artérielle, température, diurèse, etc. Parce qu'on a peur qu'il fasse une récidive. Parce que les complications post-opératoires, elles peuvent être une récidive de la péritonite. Traitement de l'instabilité hémodynamique s'il a un manque des plaquettes, correction, etc. Réalimentation progressive à la reprise des gaz. Donc, on ne va pas lui donner à manger dès le premier jour, mais le moment où il reprit le transit, qu'on va lui donner. Mobilisation progressive des drains et kinésithérapie respiratoire. Bien sûr, l'antibiothérapie, elle aussi, elle doit être adaptée à l'antibiogramme parce qu'à ce niveau-là, on aura déjà isolé le germe et fait l'antibiogramme, prévenir les ulcères de stress et prévenir les thromboses veineuses post-opératoires. Donc, on va donner des inhibiteurs de protons à dose prophylactique et des anticoagulants à dose prophylactique parce que l'alitement prolongé est un facteur de risque de coagulation, etc. Donc, les complications. On distingue les complications immédiates comme les complications chirurgicales, lâchage de l'anastomose, éventration, éviscération même en post-op immédiat, etc. À court terme, يقدر يكون عندنا des abcès résiduels ou bien suppuration pariétale. Suppuration pariétale, comme les كاينين. À moyen ou bien à long terme, هما les brides. Les brides, هما شنو هي bride. C'est une adhésion. C'est une adhésion à la paroi qui est dure. Et donc, les brides, ils peuvent induire un étranglement ou une occlusion le tube digestif. Donc, les brides, c'est dû à l'irritation péritoniale, il ne se régénère pas complètement, donc il n'est plus élastique. Donc, on peut avoir des adhésions et des adhésions de type bride. Donc, il compte donc, ça peut induire l'occlusion. Ou bien, l'éventration post-opératoire, c'est à long terme. Donc, l'éviscération, c'est surtout immédiate. L'éventration, c'est à long terme. Voilà. Donc le pronostic, il dépend surtout le terrain du patient, le terrain et l'étiologie. Donc l'âge et l'individu, comment il se porte, au délai de l'intervention, s'il est immédiatement indiqué, et à l'étiologie. Comme on a vu, il y avait des péritonites plus graves que d'autres. Donc la mortalité est moins de 5% pour les péritonites appendiculaires, alors qu'elles sont de l'ordre de 40% et plus pour les péritonites post-opératoires. Donc ça montre vraiment que l'origine de la péritonite, elle impacte grandement le pronostic. Donc voilà, c'est tout concernant les péritonites aiguës généralisées. Donc pour résumer, c'est une urgence médico-chirurgicale qui nécessite rapidement un traitement et une prise en charge. Le diagnostic était principalement clinique et le traitement, c'est principalement la chirurgie. Donc voilà, c'est tout concernant ce cours. Si vous avez profité de ce cours, n'hésitez pas de laisser un like, un joli commentaire aussi. Vous savez, j'aime toujours les lire. Et voilà, on se verra bientôt. Bon courage.